Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir aussi de rencontrer Thierry. Et Thierry va nous parler de l'hypnose. C'est extrêmement intéressant. Il va nous partager sa manière de voir l'hypnose, l'auto-hypnose, ce que ça apporte, ce que c'est concrètement. Parce que finalement, est-ce qu'on connaît si bien que ça ces techniques-là? On a tous des images, hypnose de spectacle, etc. Est-ce que je vais m'endormir finalement pendant cette séance? Je ne sais pas. Bon, voilà, à tout de suite avec Thierry. Salut Thierry, Salut Franck, merci de m'accueillir chez toi. à ton service. Tu es dans l'hypnose, Ouais, on peut dire ça, oui. on va le dire comme ça. Tu te souviens de la première fois où tu as eu une séance, ou en tout cas la première fois où tu as été, où tu as expérimenté, toi? C'est difficile de répondre en fait. La première fois, non, je suis pas sûr de m'en souvenir. Ouais, Je pense que je devais être tout enfant, tout gamin, quand j'ai eu ma première session de conscience modifiée, on va dire. ouais, Mais non, vraie séance d'hypnose, je dirais que c'était avec quand j'ai fait ma formation praticien en hypnose où j'étais avec mon maître formateur qui nous permettait voilà de relâcher un peu la pression et voilà qui effectivement a fait clairement de réelles séances d'hypnose qui n'étaient pas de l'hypnose thérapeutique mais voilà une hypnose de détente et où là effectivement où j'ai pris conscience sans doute que je me retrouvais en état d'hypnose. alors le hasard n'existe pas et parfois je suis un peu curieux, mais à la fois surtout je m'intéresse. Quand tu dis la première fois où tu as été en contact avec l'hypnose c'était enfant, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu... il s'est passé quelque chose pour toi? Non, en fait, l'hypnose, c'est un état un peu particulier. On parle d'hypnose, on parle aussi beaucoup d'état modifié de conscience ou d'état de conscience modifié, où en fait, on est dans un état où on est conscient sans être conscient, mais on dort pas. Enfin, c'est un état un petit peu d'état de conscience modifié, où on n'est plus complètement présent. Et, euh, Et à la fois complètement présent. et à la fois complètement présent, c'est là où les gens se sentent rassurés, puisqu'en fait, ils s'attendent des fois à des choses un peu extraordinaires, et en fait, ils entendent tout ce qui se passe, ils sont toujours conscients, donc ça rassure, et en même temps, c'est bizarre ce qui se passe, mais voilà. Et donc, les enfants sont quasiment en permanence, les petits-enfants, j'entends, sont pratiquement tout le temps en état d'hypnose, enfin d'auto-hypnose, quand ils jouent avec leurs histoires, enfin, j'adore le slogan Playmobil, racontez vos histoires, ou en avant les histoires, enfin, c'est vraiment, on voit tout le monde d'enfants, et effectivement, on est en état d'hypnose quasiment en permanence quand on est enfant. Je sais plus qui disait ça, mais je sais plus si c'était quelqu'un de connu ou ça a été peut-être repris, mais on disait il n'y a rien de plus sérieux finalement de jouer quand on est enfant, quoi. Ah ben, il n'y a rien de plus sérieux et de plus important. Ouais. C'est ce qui permet de se construire, de se développer. Voilà, encore une fois, les Playmobil, les poupées, tout ça, c'est un monde extraordinaire et ça permet de se construire et de se développer. Et sa personnalité, mais son imagination, enfin tout. Mm. Et ça, on le fait. Quand on regarde un enfant jouer, on se dit, non, c'est pas possible, quoi. Il est à 10 000, il plane. En fait, non, il est dans son monde, il est en état d'auto-hypnose. Mais comme adulte, quand on voit un film, Ouais. quand on est au cinéma, quand on regarde Superman, on sait très bien qu'il vole pas. Ou quand on regarde là, récemment, tous les X-Men, tout ça, Ouais. euh, les super-héros, a priori, on sait que ça n'existe pas. Et pourtant, on est en admiration devant, on vit avec eux les aventures. Ouais, c'est presque en Voilà, fait on est Superman quoi à ce moment-là, c'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on se met dans un état qui nous permet d'oublier le monde réel et de Ouais. plonger dans un monde imaginaire voilà, on se met dans un état de conscience modifié. Le fait d'être d'avoir fait ta formation, d'avoir suivi cette formation là sur l'hypnose, Mhm. est-ce que c'était pour toi une manière de prendre ta place et d'avoir une espèce de légitimité par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu étais déjà finalement, d'être à ta place? Je sais pas, peut-être. Et est-ce que ça a créé ça peut-être?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, là, au moment, à cet instant T, ouais, je me sens à ma place. Et je m'y sens bien. Donc, c'est pas mal déjà. Après, est-ce que la formation en hypnose m'a permis cela? Je sais pas. Disons que c'est arrivé à un moment, voilà, un tournant de ma vie où voilà, j'étais un petit peu au bout de ce que je pouvais faire. Donc j'ai une formation en psychopathologie, j'ai une licence en psychopathologie, une formation d'éducateur spécialisé. J'ai exercé pendant 25 ans en tant qu'éducateur spé, chef de service, directeur de structure, avec différents publics, auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation d'exclusion sociale, sous main de justice. Enfin, voilà, j'ai vu à peu près, je pense, tous les publics qu'un éducateur peut être amené à rencontrer. Et puis voilà, et puis je me suis retrouvé, donc suite à un accident, donc j'ai perdu mon dernier emploi. Physiquement, j'étais incapable de reprendre mon poste parce que je travaillais à l'époque avec des enfants à troubles autistiques, troubles du comportement. Donc quand les enfants partent en courant dans les bois, il fallait leur courir après. Et puis suite à mon accident, physiquement, j'étais incapable. Donc ça a été très difficile pour moi de retrouver un job. En plus, à 50 ans, retrouver un emploi, déjà en temps ordinaire, c'est pas compliqué. Éducateur spé, il n'y en a pas beaucoup dans la région, ça ne court pas les rues. Et en plus, avec mon expérience, les structures auraient dû me payer à un niveau relativement élevé. Donc c'est systématiquement les réponses que j'ai eues à chaque fois que je postulais à un emploi. C'est effectivement, votre CV est super intéressant, mais on ne pourra pas vous payer. Voilà, parce qu'il y a la grille, la convention. Voilà, donc voilà, donc je me suis retrouvé au chômage à 50 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma peau? Et puis prise de conscience quoi. Ouais, alors j'avais le choix, je pouvais repartir en région parisienne, parce que là effectivement en région parisienne du boulot il y en a. Après, ouais, pourquoi pas. Et puis je pense que Éduc, j'ai fait le tour. Au moins d'une grosse partie, et aujourd'hui je me rends compte quand je discute avec des amis qui sont encore éduques, en activité, en exercice, et de ce que je peux voir un peu aux infos, un peu partout, enfin je m'y retrouve plus dans ce métier-là, enfin dans ce métier-là, si, dans ce monde-là. À partir du moment où on demande à un travailleur social de faire du chiffre ou d'être rentable, moi je peux pas, enfin il y a quelque chose que je comprends pas. De la même manière qu'on le demande à l'hôpital. Hein. Enfin, on ne peut pas être rentable avec de la santé, qu'elle soit mentale ou physique, ou avec du social. Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'incompatible. Et donc, clairement, je ne peux pas passer 5 minutes avec une personne pour faire un boulot d'éduc parce qu'il faut que j'en passe 20 à la fin de la journée. S'il faut que j'en passe que 1 dans la journée parce qu'il a besoin de la journée pour avancer, je vais le faire. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus la réalité du travail. Aujourd'hui, effectivement, il faut faire du chiffre. En tout cas, c'est plus la réalité d'une forme de travail, quoi. C'est pas comme ça que moi je conçois le métier d'éducateur, et c'est pas comme ça que je conçois mon métier et mon travail auprès des publics qui en ont besoin. Donc clairement, voilà, je me suis retrouvé face à un mur, et puis je fais quoi? Donc je me morfonds, je reste dans mon coin, je tourne en rond, et puis je profite des allocations et compagnie. Ouais, après c'est pas mon genre. Donc j'ai accompagné ma femme dans sa gestion d'entreprise, donc j'ai fait sa comptabilité, j'ai fait un petit peu de sa RH. Et puis au bout d'un moment, c'est pareil, ça m'a gavé parce que la comptabilité c'est bien mignon, mais voilà. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon emploi, mon poste, ok. Dans quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire quoi? Je sais accompagner les gens, je sais les écouter, je sais les amener peut-être à réfléchir un petit peu sur leur situation, à trouver des pistes. Ouais, alors m'installer comme éduc en libéral, ouais, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui court les rues dans le coin, et puis voilà, on n'y va pas. Et puis l'hypnose, ah ouais. Et puis là, l'hypnose, ça a fait un déclic. Ouais, ça m'a bien parlé, donc je me suis renseigné, j'ai suivi des formations, j'ai passé une certification en hypnose, et ouais, je m'y retrouve bien, et puis je m'éclate en fait. Donc
fais régulièrement, voilà, je suis régulièrement d'autres modules de formation complémentaires. Est-ce que tu vois, quand tu expliquais tout à l'heure que finalement la première fois que tu as été en contact avec l'hypnose, c'était peut-être quand tu étais enfant, est-ce que ça a mis des mots sur ce que tu pouvais ressentir quand tu étais enfant en fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose, je me dis tiens, ok, si on vulgarise finalement, mais vulgariser dans le bon sens, si on met du simple finalement, c'est aujourd'hui ce que tu faisais de manière comme tous les enfants le font, comme tu l'as dit, finalement c'est revenir à cet état qu'on pouvait ressentir enfant et d'être pleinement soi et pleinement dans une espèce de pleine conscience, quoi. Est-ce qu'il y a de ça? Ouais, après, l'hypnose thérapeutique telle que je la pratique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et effectivement, il y a ce qu'on peut appeler la transhypnotique ou l'état de conscience modifié. Et après, il y a tout le travail thérapeutique qui est fait pendant justement cet état de conscience modifié, qui peut se faire de différentes manières, soit en étant très profondément en transe hypnotique ou en transe très légère, voire pas du tout inconscient, c'est pas Ce sont en fait, quand tu dis trans, ce sont des états en fait de conscience, c'est ça? C'est vrai que c'est du jargon un petit peu, on parle de transe hypnotique, c'est ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. C'est l'état d'hypnose ou d'auto-hypnose, puisque l'hypnose est avant tout de l'auto-hypnose. C'est pas, je vais pas en claquant des doigts, allez hop, dehors, comme on voit certains de spectacle, l'hypnose de spectacle. Les personnes sont dans le même état. Le but n'est pas le même et la façon de faire n'est pas la même. Dans le spectacle, c'est quelque chose qui est préparé à l'avance. Les gens ont l'impression que les personnes qui montent sur scène sont prises au hasard. Non, c'est vraiment cadré, c'est préparé. Il sait qui va faire monter sur scène. Il y a toute une préparation qui est faite en amont et voilà. Et en cabinet, quand on pratique de l'hypnose thérapeutique, on fait les choses avec bienveillance déjà, ce qui est pour moi quelque chose de primordial. Et c'est toujours, on prend notre temps. Donc quand je fais une séance en cabinet, généralement les séances durent entre 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1h30. Certaines peuvent aller jusqu'à 3 heures. Après, ça dépend de la personne, de ce qu'elle vit au moment où elle vient me voir et de ce qu'elle a besoin de sortir. Puisque les séances, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'échanges et d'écoute. L'hypnose en elle-même, la séance d'hypnose pure en elle-même, où on est vraiment dans un état de conscience modifié, en transe hypnotique, dure à peu près 20-25 minutes. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les gens que tu reçois, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas recevoir de l'hypnose, en tout cas cet état modifié de conscience? Est-ce que tu peux travailler avec tout le monde ou est-ce que du coup, à ta manière, il y a des approches différentes suivant tes publics finalement? Alors, d'une manière générale, tout le monde est sensible à l'hypnose. L'hypnose, c'est avant tout de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que c'est une manière aussi pour le cerveau de faire une pause, faire un petit break, de se dire ok, là pendant quelques instants, je ne réfléchis plus. C'est quand on regarde un film, on est plongé dans le film, quand on lit un livre. Quand on lit un bouquin, qu'on est pris dans le bouquin, on vit l'histoire, on voit quelque part les paysages, les personnages qui vivent. C'est marrant, tu sais, dans l'expression, parfois les mots sont intéressants et quand tu choisis ça, tu dis on est pris dans le livre. On est vraiment pris dedans. C'est ça. Et donc ça arrive à quasiment tout le monde. C'est quand on va prendre la voiture sur une route qu'on connaît parfaitement, on la prend tous les jours ou très régulièrement, et puis on monte dans la voiture, et puis à un moment, on tourne, tiens, je suis déjà rendu là. Il y a eu un moment où effectivement on a déconnecté. On s'est mis, plus exactement, le cerveau s'est mis en état d'auto-hypnose. Donc voilà, tout le monde le fait. Après, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus difficile de se laisser aller, de lâcher prise, parce qu'elles sont dans le contrôle, parce qu'elles ont besoin de contrôler, parce que ça fait partie de leur personnalité. Donc effectivement, avec ces personnes-là, on va prendre des choses différemment. On va pas leur raconter une histoire, on va pas jouer sur les sensations, on va occuper leur esprit de manière différente. On peut le faire soit en hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on va discuter, on va apporter de la confusion dans leur esprit.
sans forcément qu'ils s'en rendent compte, mais dans la discussion, en les confusionnant, en disant des choses leur contraire, mais de manière très fluide, en discutant. Ce qui fait que consciemment, ils ne vont pas s'en rendre compte. Mais leur esprit conscient, quelque part, va un petit peu se perturber. Et puis du coup, ouvrir une porte pour que l'inconscient lui puisse prendre ce qu'il a envie de prendre, ce qu'il a à prendre, et puis travailler dans son coin. On peut aussi, avec les personnes qui sont extrêmement résistantes, leur faire fixer un point. Fixer un point dans la main ou sur le mur, et puis leur donner plusieurs tâches. Des études scientifiques ont montré que le cerveau est capable d'assimiler simultanément jusqu'à 7 tâches. 9 tâches chez certaines femmes, mais en général on dit 7 tâches. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 7 opérations simultanées que le cerveau est capable de faire. Donc si par exemple on dit, pour reprendre la voiture, on est en train de conduire, on regarde la route. On est fixé sur la route, ça c'est une première tâche. Et puis on regarde dans le rétroviseur, deuxième tâche. On écoute la radio, même si on ne le fait pas consciemment, on écoute la radio, troisième tâche. On voit dans le rétroviseur de gauche qu'il y a une voiture qui double, quatrième tâche. On écoute les conversations de notre passager, cinquième tâche. Le passage arrière, sixième tâche, va taper sur l'épaule pour dire quelque chose. Il suffit qu'il y ait, je ne sais pas, un coup d'œil sur le compteur, septième tâche, et là le cerveau il a fait trop, donc il va bugger. Et là, paf, il bascule en état d'auto-hypnose. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une ligne. Ici, on a l'état de conscience, ici, l'état d'hypnose. Et puis, on est là. Et puis, à force, plus il y a de tâches, plus le cerveau, en fait, va se saturer pour basculer en dessous. Parce que le cerveau conscient ne peut plus, et donc c'est l'inconscient qui va prendre le relais. L'inconscient étant une espèce d'hyper-ordinateur, hyper puissant, surpuissant, qui lui est capable de plein de choses. Là, c'est l'image un petit peu presque une batterie de réserve, quoi. C'est-à-dire que l'autre est saturé, c'est l'autre qui prend le relais, quoi. C'est même au-delà d'une batterie. C'est plutôt qu'une batterie de réserve, je préfère l'image du super-ordinateur. Où le cerveau est quelque chose d'extraordinaire. On connaît à peine 10% de notre cerveau. Et le cerveau, c'est un super-ordinateur. Mais l'inconscient, ou plus exactement ce qu'on ne connaît pas du cerveau, c'est un super, méga, hyper-calculateur. Enfin, c'est ce qui nous fait respirer. On ne se dit pas le matin, aujourd'hui il faut que je respire. Non, on le fait automatiquement. Le cœur, il bat. Pourquoi? Si on ne se dit pas, il faut que je fasse. Non, c'est fait automatiquement. Donc déjà, toutes les fonctions primaires du système nerveux, tous les réflexes primaires, c'est l'inconscient. On peut dire l'inconscient, après on peut l'appeler ça comme on veut. Bien sûr. Mais ça se fait automatiquement, on n'y réfléchit pas. C'est ce fameux super hyper calculateur qui est extrêmement important et vigilant. C'est presque c'est un monde invisible qui est finalement qui est immense en fait, immense et encore plus riche en fait. Ouais, c'est ça, c'est un monde invisible. On a beaucoup en formation d'hypnose et sur certaines formations spécifiques pour l'hypnose, on a l'image de l'iceberg. En fait, on remplace l'iceberg par un cerveau humain qui a un petit peu une forme qui pourrait faire penser à un iceberg un peu arrondi avec le cortex qui descend en bas. Et en fait, on a au-dessus de l'eau à peu près 20% qui dépasse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit conscient. En fait, c'est ce qu'on va connaître. C'est le cortex, c'est la manière dont ça fonctionne. C'est tout ça, et puis en dessous, on a les 80% qui restent, qui sont sous l'eau, qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'inconscient. On peut appeler ça de la manière dont on veut, c'est peu importe le nom qu'on met dessus. L'inconscient, le subconscient, c'est ce qu'on ne connaît pas en fait. Et c'est ça qui est quelque part le plus important. C'est là où vraiment toutes les fonctions primaires sont rattachées. Mais pas que. Et c'est là où en fait on est dans cette partie-là, quand on est dans le rêve, dans la rêverie, et qu'on arrive à capter ça finalement de manière inconsciente. Alors, on n'est pas dans cette partie-là, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que c'est que cette partie-là. Par contre, on sait que quand le conscient qui est là, qui contrôle, est un petit peu occupé ailleurs, donc un état de conscience modifié, on a une porte qui s'ouvre quelque part vers cette partie-là inconsciente, et avec des mots, avec des phrases, avec des mots-clés, des phrases clés, des techniques bien particulières, on peut envoyer, on va parler de suggestions, des idées, des suggestions
des messages à cette partie inconsciente qui va les prendre ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, l'inconscient prend toujours ce qu'il a envie de prendre, ce qui est bon. Ouais. Ce qui n'est pas bon, ce qui ne concerne pas la personne, il ne va pas le prendre, il ne va pas s'en occuper. Ouais, c'est ça. Mais il va prendre les choses parce qu'effectivement, ça lui parle. Ouais. Et si ça lui parle, c'est que c'est bon pour la personne. Donc, petit à petit, en utilisant bien ces phrases clés, ces mots-clés, ces petites techniques-là, on va pouvoir changer quelque part la façon inconsciente de faire les choses, de penser. Si on parle des peurs ou des phobies ou de certaines addictions, on peut jouer là-dessus. Trouver un comportement, si on prend, j'avais une cliente par exemple qui est venue me voir pour un problème de... Alors c'était pas de l'addiction, c'était des pulsions ou des compulsions alimentaires. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas passer devant une boulangerie sans s'acheter un gâteau. Ouais. Donc c'est bien de se faire plaisir en disant, mais quand c'est récurrent et qu'à chaque fois qu'elle va à la boulangerie, il faut qu'elle aille s'acheter une religieuse au chocolat, au bout d'un moment, ça ne le fait pas. Ouais. Et donc, en utilisant la conscience modifiée, en envoyant des suggestions, on a changé ce comportement. C'est-à-dire qu'au lieu de passer devant cette boulangerie en se précipitant parce que l'inconscient dit, il faut aller manger, donc je simplifie les choses, mais en gros c'est ça, on a mis en place un comportement substitutif qui avait le même effet. Donc déjà, pourquoi est-ce que son inconscient disait il faut aller manger? Où est l'intention positive? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça apporte? Et donc on a essayé de trouver quelque chose qui répond à la même intention positive. Ok. Si on dit par exemple, à chaque fois que tu manges une religieuse, tu te sens bien et ça te fait du bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Donc tout ça, ça se passe au niveau inconscient. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui répond à la même intention, donc qui fait aussi du bien? Est-ce que le fait de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux, d'inspirer et de respirer, est-ce que ça peut par exemple apporter aussi le même bien-être? Intéressant. On va essayer, on va voir. Est-ce que ça fonctionne? Et donc c'est plein de choses comme ça. J'entends dans ce que tu dis, il y a beaucoup d'écoute dans ce que tu fais, puis à la fois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et envoyer finalement, parce que finalement les gens viennent te voir, j'imagine, pour j'ai un truc qui va pas, en fait j'aimerais que tu m'accompagnes finalement pour que ça aille mieux. Et toi tu arrives à dire, mais finalement ce qui t'arrive, il y a du positif dans ce qui t'arrive, et comment on pourrait remplacer, t'expliquer, addiction, etc., par une autre forme, mais qui serait tout aussi positive et qui ferait du bien aux gens, quoi. Est-ce qu'il y a de ça? Alors, il y a de ça. Après, effectivement, il y a beaucoup d'écoute. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la séance dure 3/4 d'heure, 1 heure, voire 1h30, voire des fois plus. J'ai eu dernièrement une séance qui a duré 3 heures. Après, c'est pas grave, je compte pas mon temps. Les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'écouter. Ça, effectivement, ça fait partie du bien. Les maudits cessent d'être maudits. C'est un petit peu ma devise. Donc à partir du moment où effectivement les choses sont dites, où on met des mots sur les mots, ou que les mots sont dits, déjà, waouh, on s'enlève un poids, on se sent mieux. La parole qui libère. C'est ça. Les gens des fois rigolent, ils disent la parole qui libère. Mais essayez, vous allez voir. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Et tout de suite, on se sent mieux. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais déjà, ça permet d'aller mieux. Donc mes séances, effectivement, on a beaucoup d'écoute. Après, je fais du recadrage. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ressent la personne qui vient me voir. Je ne sais pas quel est son problème. Je ne suis pas à sa place, je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas médecin, je ne suis pas tout puissant. Donc, je ne sais pas. En fait, elle vient me voir, ok. Est-ce qu'elle me dit c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Et à la limite, je m'en fiche. C'est sa réalité réelle du moment. Donc, on va travailler avec ça. Donc, elle va me raconter, elle va me parler. Et de temps en temps, je vais recadrer. Je ne vais pas recadrer avec mes mots à moi, mais avec les mots qu'elle aura pu me dire. Donc, je vais reformuler en fonction de ce qu'elle me dit, elle. Si, par exemple, elle me parle je sais pas moi, de compulsion alimentaire, je ne vais pas dire « Ah, vous avez des troubles alimentaires ». Elle ne m'a pas parlé de troubles, elle m'a parlé de compulsion. Donc, je vais reprendre le terme de compulsion. Je vais utiliser ces termes. C'est ces termes à elle, pas les miens. Ce qui me permet de me mettre non pas en position, ce qu'on pourrait appeler en position haute, en position de sachant, mais en position basse. C'est-à-dire que moi, je ne sais C'est pas moi qui sais. C'est elle qui sait, en fait. Qui sait. C'est
le problème aujourd'hui, ok, donc qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui? Le fait d'avoir des compulsions, d'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand vous avez ce genre de compulsion alimentaire, comment vous vous sentez? Je sais pas moi, je vais pas dire, est-ce que le fait d'avoir une compulsion alimentaire, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous soulage? Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc, j'induis pas la réponse. Parce que... C'est là où, en fait, ta capacité d'écoute active, quelque part, permet d'aller changer des choses. C'est presque... Et quand tu parles d'auto-hypnose, il y a presque d'auto-soignant, quoi. Enfin, même si c'est pas... C'est difficile de parler de soins. Oui, alors déjà, on ne parle pas de soins, mais pour utiliser ce terme soin, moi, je ne suis pas un soignant. Ouais. Je suis un accompagnant. Ouais, c'est ça. Sur ma plaque à l'extérieur, c'est pas marqué hypnothérapeute, hypnotiseur, c'est marqué initiateur de changement. Okay. Parce qu'effectivement, c'est pas moi qui fais le changement. Ouais. Presque tu la personne. catalyser en fait finalement ce que la personne te donne et le renvoyer à l'autre en fait. C'est ça, et c'est la personne qui fait son travail elle-même. Ouais. C'est encore une fois, moi je suis pas là, je suis pas dans sa tête, donc je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas. Par contre, elle le sait. Et c'est là où l'hypnose est quelque chose, enfin je envie de dire d'extraordinaire. J'aime pas le terme de magie parce que pour Noël j'ai eu la baguette magique de Suro, on m'a offert. Ouais. Parce que je me suis dit, après tout, voilà, la magie, il y a beaucoup de bagages magiques, mais en fait, c'est l'arnaque, ça marche pas. C'est la magie, et pourtant, l'hypnose, quelque part, ça y ressemble. C'est quelque chose, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que, effectivement, les gens vont mieux. Et c'est le principal, que les gens aillent mieux, et de manière durable. Et de manière autonome. Et de manière autonome. Et moi, je fais que les accompagner, je vais les guider sur le chemin, mais le chemin, c'est eux qui vont le prendre, c'est eux qui le connaissent. C'est eux qui savent quelle marche, quelle porte, quel passage. C'est un petit exemple sur une transe, par exemple si on parle d'un escalier, parce que l'escalier c'est quelque chose en hypnose qui est très utilisé, tout le monde connaît l'escalier. Ouais. Après l'escalier, je ne sais pas comment il est moi. Donc l'escalier, je sais pas, ça peut être un escalier en pierre, un escalier en bois, un escalier de marbre ou simplement un escalier dans la terre, qui monte ou qui descend, je ne sais pas. C'est... peut-être qu'il va vers la gauche, peut-être qu'il va vers la droite, peut-être qu'il est droit, je ne sais pas. En fait, il y a plein de possibilités et la personne choisit ce qui lui convient à elle. Après, pour moi, l'essentiel, c'est non pas qu'elle prenne un escalier, mais qu'elle parte de plus en plus loin. Parce que sur la première marche, ça va être à un niveau. Deuxième marche, encore à un autre niveau. Et la troisième marche, encore plus loin. Et plus profondément. Et de plus en plus détendu. Et voilà. Et c'est juste une manière pour l'amener à se détendre. C'est ce que tu expliquais dans la transe, finalement. C'est ça. C'est ce que j'expliquais un petit peu quand on amène la personne en transe, pour l'amener à se détendre, puisque plus elle va être détendue et relâchée, plus l'accès à son inconscient et plus son inconscient va être présent et en capacité de recevoir et d'entendre les choses, et donc de modifier les comportements. Et pour terminer, au niveau de l'inconscient, tout à l'heure on parlait d'intention positive. L'inconscient, c'est... on va dire que l'inconscient, c'est un petit peu le garant de la personne qui protège, qui la fait vivre. Ouais. Et donc forcément, c'est que du positif. On va pas... l'inconscient ne va pas faire quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'il a mis en place à un moment est encore valable aujourd'hui. Ouais. C'est justement là où ça pose problème bien souvent, c'est qu'il y a un comportement qui a été mis en place il y a 10 ans, aujourd'hui n'est plus adapté, n'est plus valable et pose problème. Donc c'est là où on peut retravailler. Mais l'inconscient, à un moment, il a mis en place quelque chose de positif. Donc il faut qu'on trouve aujourd'hui, quand ça pose problème, quelle intention positive il avait, pourquoi il a mis ça en place, qu'est-ce que ça lui a apporté, et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui qui répond à cette même intention. Parce que si on prend un exemple, l'arrêt du tabac, pourquoi les gens fument? Alors ça, c'est la grande question, pourquoi les gens fument? Si on savait. Après, peut-être que les fabricants de tabac, ils ont compris pourquoi les gens fument. Mais, eux, ils ont compris pourquoi ils les font fumer toujours. Mais voilà. Et donc, on va essayer de voir quelle est l'intention positive, pourquoi on fume. Les fumeurs vont le savoir, la première cigarette, elle est infâme. Enfin, je ne connais pas un fumeur qui m'a dit « Oh, la première cigarette, c'était un bonheur ». J'ai fumé, je suis un ancien fumeur, je sais, la première cigarette, c'est dégueulasse, on tousse, c'est immonde, quoi. Donc pourquoi on en prend une deuxième, et une troisième, et une quatrième? Il y a une intention positive derrière. C'est laquelle? Pourquoi on a pris cette deuxième cigarette? La première, on sait. Parce que pour faire comme les autres, voilà. Mais pourquoi la deuxième? Pourquoi la troisième? Et ça, elle est propre à chacun, finalement. Alors, après, ça, c'est
propre à chacun, et en même temps, le tabac, c'est quelque chose d'un peu particulier, où on a à peu près tous les mêmes raisons. D'accord, ok. Mais il y a quand même une intention positive. Hmm. Pourquoi on n'arrête pas de fumer? Puisqu'on sait, et tout le monde le sait, même le pire fumeur le sait, le tabac, c'est pas bon pour la santé. Le tabac, ça coûte cher. Le tabac, c'est machin. Le tabac, c'est truc. On le sait. Alors pourquoi on n'arrête pas? Ouais. Elle est où l'intention positive dans le fait qu'on continue à fumer alors qu'on sait pertinemment, intellectuellement, on sait qu'il y a plein de défauts. Pourquoi on continue de fumer? Il y a une intention positive derrière et il faut la chercher. Et si on ne remplace pas cette intention, enfin, si on ne met pas en place un comportement ou quelque chose qui va compenser cette intention positive de la même manière, eh bien, on n'arrête pas de fumer, quoi. Alors, soit on n'arrête pas de fumer, soit on arrête de fumer, mais on compense par autre chose. Ouais, Souvent ok. par la bouffe. Ok. Quelqu'un qui arrête de fumer ne prend pas de poids. Quelqu'un qui arrête de fumer ne prend pas de poids. Après, c'est relatif. Une femme prend en moyenne 2-3 kilos maximum. Un homme, 3-4 kilos grand maximum, mais pas plus. Si on prend plus, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été correctement fait derrière, et donc on compense. Une femme qui tombe enceinte, qui fume, va arrêter de fumer du jour au lendemain. 3 sur 4. Elle va pas, en dehors de sa grossesse, elle va pas prendre de poids parce qu'elle a arrêté de fumer. Ouais. Un grand nombre de fumeurs arrêtent de fumer du jour au lendemain sans prendre de poids plus que ça. Donc pourquoi certains prennent du poids? Parce qu'ils vont compenser. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été complètement résolu à côté. Ouais. La cigarette a apporté quelque chose qu'ils ne retrouvent pas aujourd'hui. Et donc on va compenser. Et donc c'est ça, cette intention positive qu'il faut toujours prendre en considération. Et ne jamais oublier, parce qu'effectivement l'intention positive, c'est ce qui fait avancer le monde. C'est ce que tu amènes dans tes séances. C'est ce que j'amène dans mes séances, c'est ce que j'essaye de faire découvrir aux gens. Où est l'intention positive? Effectivement, aujourd'hui, ça vous embête ce problème, c'est quelque chose qui vous pose problème, mais à l'époque, vous l'avez mis en place, pourquoi? Et si aujourd'hui vous l'avez pu, qu'est-ce que vous seriez obligé de faire? Et là, les gens vont se mettre à réfléchir et refaire des liens qui sont parfois oubliés. C'est en traumatisme ou gestion de traumatisme ou choses comme ça, on fait des liens qu'on a oubliés. Ah ouais, ça me fait penser à ça. Et j'ai été formé là à l'EMDR, MDR DSA, qui est une technique qui est reconnue par l'OMS, notamment dans la prise en charge des troubles stress post-traumatique, mais qui sert aussi à beaucoup d'autres choses. Et c'est une technique en fait qui travaille sur le mouvement oculaire ou la désensibilisation par stimulation alternée. Donc, c'est mouvement oculaire, les sensibilisations donc oreilles, auditifs ou kinesthésiques. Et c'est une technique qui permet de digérer des traumatismes. Alors les traumatismes, c'est pas forcément un accident, c'est un événement important ou des petites séries d'événements qui se sont produits, qui ont laissé une empreinte dans le passé et qui aujourd'hui, cette empreinte empêche d'avancer ou bloque quelque part. Pose problème. Donc ça peut être des fois des choses, les gens vont des choses complètement anodines. Oui, à 5 ans, ma mère elle a fêté l'anniversaire de mon frère, mais pas le mien. Et ça fait quoi? Oh, bah ça fait rien, hein. Voilà, c'est du passé. Bah, sauf que n'empêche que c'est quelque chose que vous vous rappelez. Donc c'est quelque part, ça vous a traumatisé. Donc quelque part, cette information-là, vous ne l'avez pas digérée. Elle est restée coincée là. En fait, du coup, c'est un. Du coup, ça amène un déblocage, même d'une situation passée pour pas le revivre en fait. C'est ça. Alors, on ne fait jamais revivre la situation du passé, il n'y a aucun intérêt. Les gens, enfin, si on parle d'un traumatisme, quel qu'il soit, les gens ont vécu le traumatisme. Il n'y a aucun intérêt à leur faire revivre. Par contre, leur faire digérer, enlever l'émotion négative qui entoure ce traumatisme, ouais, là c'est intéressant. Et on peut le faire soit avec le MDR, soit en hypnose. Mais quelqu'un qui a eu un accident, qui a eu son conjoint qui est mort dans l'accident, on va pas lui faire, déjà on va pas le faire oublier, le conjoint ou l'ami, ou il est toujours décédé. Ça a vraiment existé. Mais c'est l'émotion en fait. Par contre, on va enlever toute l'émotion négative qui est rattachée à ça et qui aujourd'hui pose problème, empêche d'avancer. On va pas faire oublier, on va pas modifier la mémoire. Il n'y a aucun intérêt. On va juste faire en sorte que cet événement qui s'est passé, aujourd'hui ne pose plus de problème et n'empêche pas la personne d'aller plus loin, d'avancer. On le voit beaucoup sur des personnes dépressives, où souvent les dépressifs c'est je suis nul, je suis bon à rien, voilà, mais c'est pas arrivé comme ça.
il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qui font que déjà dans leur plus tendre enfance, ils ont vécu ça. Ouais. Et le cerveau humain est fait de telle manière que un événement qui arrive une fois, ok. Quand il arrive 2 fois, ça devient une vérité. Quand il arrive 3 fois, c'est une vérité absolue. Ouais. Et ça sera toujours comme ça. Ouais. On retrouve ça dans les histoires de famille. Oh, bah, de toute façon, ma mère, elle a toujours eu ça. Mon père est mort d'un cancer, mon grand-père est mort d'un cancer, mon arrière-grand-père est mort d'un cancer. Et donc, donc moi je vais mourir d'un cancer. Bah oui, forcément. Bah forcément, Bah voilà. Et non, voilà. Et c'est tout ça qu'on travaille avec l'hypnose. Et aujourd'hui, je le fais aussi avec le MDR. Voilà. Et je m'éclate. Et les retours, alors je ne pense pas demander, je ne suis pas du tout commercial, moi je suis quelqu'un qui est dans l'instantané, très, voilà, c'est, j'ai envie de dire, impulsif et non. En même temps, je réfléchis, j'essaie de poser les mots parce que voilà, ça fait aussi partie de mon job de savoir quels mots utiliser et surtout pas me tromper dans les mots que j'emploie. Mais je ne demande pas aux gens, je ne pense pas à demander un retour sur Facebook, Google. Par contre, les voir arriver dans mon cabinet avec une mine dépitée, cernée, pas bien, et les voir ressortir avec un sourire jusqu'aux oreilles. Après, peut-être avoir laissé une dizaine de mouchoirs dans ma poubelle, mais repartir avec un sourire droit, on les voit en séance, petit à petit, au fur et à mesure où les choses avancent, ils se redressent dans le fauteuil, ils repartent, et ouais, ça, pour moi, c'est la plus belle récompense. En tout cas, moi, j'ai envie de te remercier parce que ce que tu racontes est extrêmement intéressant. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Il y a une vraie générosité de ta part à transmettre ça, en tout cas. Moi, en tout cas, j'ai envie de te remercier pour ça. Merci à toi. Et de m'avoir expliqué tout ça, et à la fois ton parcours, et à la fois voilà, c'est passionnant ce que tu racontes. Et il y a encore plein de choses à raconter. Mais c'est clair. C'est quelque chose qui me passionne. Ouais, ça se voit. Et ouais, j'ai envie de faire partager un maximum. Et je trouve dommage, non, je ne vais pas trouver ça dommage, mais j'aimerais tellement qu'il y ait plein de gens qui se sentent pas bien, qui souffrent, qui puissent profiter de l'hypnose. Alors avec moi, mais avec d'autres aussi. Parce qu'il y a des milliers d'hypnotiseurs en France, ou d'hypnothérapeutes, on peut appeler ça comme on veut. Et voilà, et je suis sûr qu'il y en a un qui est fait pour chacun d'entre nous. Et ouais, ça serait tellement bien si les gens pouvaient aller ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux dans leur vie. Merci pour le cœur que tu y mets. Merci à toi, Franck. J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, pensez à vous. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Franck.